Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans À Paris, le magazine des Parisiennes et des Parisiens, numéro 92. À la une, à vos marques, prêt, rentrée. Mais aussi, à Nation, une avenue d'un nouveau genre. Il lutte contre le gaspillage et un vent de fête dans les jardins. Au sommaire de votre magazine, entretien, à la carte, à retenir, à découvrir, à vivre, à la loupe, à la une, à l'honneur, à venir, à travers l'histoire. Que faire à Paris ? Tribune. Édito, Emmanuel Grégoire, maire de Paris. Paris à vos côtés pour cette rentrée. Chères Parisiennes, chers Parisiens, c'est la rentrée. J'espère que vous avez pu profiter de l'été à Paris ou ailleurs et retrouver l'énergie nécessaire pour aborder cette nouvelle année scolaire. Septembre est un moment d'enthousiasme et de défis. Une nouvelle classe, une nouvelle organisation, mais aussi des dépenses importantes, des inquiétudes parfois. Je souhaite que cette rentrée soit synonyme de confiance. Pour les familles, cette confiance se construit d'abord autour de l'école. L'année dernière, les révélations de violences, notamment de violences sexuelles commises dans le périscolaire, ont profondément choqué les familles et bouleversé notre ville. Ces faits sont intolérables. Dès les premiers jours de mon mandat, nous avons pris des mesures d'urgence pour mieux protéger les enfants et renforcer les contrôles. Avec les parents, les professionnels de l'enfance et les équipes éducatives, nous avons engagé une transformation durable de notre accueil périscolaire. Les premières évolutions entrent en vigueur dès cette rentrée, comme la création d'une école du périscolaire pour former tous les animateurs du périscolaire. D'autres, comme la réforme des rythmes scolaires, sont désormais engagés après une large concertation cet automne. Mais Paris continue d'investir massivement pour les familles et les enfants. Cantine gratuite pour les plus modestes, remboursement du pass Navigo pour les moins de 18 ans et dès la maternelle, chaque enfant bénéficie de repas préparés avec des produits bio et locaux. Grandir à Paris est une chance et nous poursuivons chaque jour ce travail pour offrir à nos enfants un cadre de vie à la hauteur de leurs aspirations et celles de leurs parents. Ils sont l'avenir de Paris. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée. Entretien avec Emmanuel Grégoire. Mon cap est de protéger les Parisiennes et les Parisiens. Quels enseignements tirez-vous de vos premiers mois en tant que maire de Paris ? Ils m'ont conforté dans une conviction que j'entendais déjà sur le terrain. Les Parisiens attendent moins des discours que des résultats. Ils veulent un maire présent qui règle leurs problèmes du quotidien sans perdre de vue les grands défis de notre époque. Et j'ai voulu agir immédiatement sur les priorités, revenant dans toutes les rencontres que nous organisons. L'école, évidemment, le logement, la propreté, l'adaptation au changement climatique ou les solidarités. Sur ces sujets, nous avons pris des décisions fortes parce que je considère que chaque jour compte et qu'il nous faut agir tout de suite. J'ai également mesuré à quel point les Parisiens souhaitent être davantage associés aux décisions qui concernent leur quartier et l'avenir de leur ville. C'est pourquoi j'ai engagé cette méthode d'hyper-proximité. Écouter, décider, agir et rendre compte, c'est ma méthode. Chaque semaine, je serai à la rencontre des habitantes et des habitants dans tous les arrondissements. Vous vous êtes saisi de la question des violences envers les enfants pour en faire votre priorité. Comment rassurer les parents en cette rentrée ? Les violences révélées l'an dernier ont profondément et légitimement choqué les familles et elles m'ont profondément bouleversé aussi. Comme parent, comme mère, je considère qu'il n'y a aucune priorité plus importante que la protection des enfants. Ma responsabilité est de faire en sorte que chaque parent puisse confier son enfant à l'école ou au périscolaire avec confiance. Je comprends leurs doutes et parfois leur colère. Dès les premiers jours de mon mandat, nous avons donc pris des mesures d'urgence pour renforcer les contrôles et mieux protéger les enfants. Mais je ne veux pas me contenter de ces réponses immédiates, même si elles sont indispensables. Avec les professionnels, les équipes éducatives et les parents, nous avons engagé une transformation en profondeur de l'accueil périscolaire. Les premières évolutions sont effectives dès cette rentrée et d'autres suivront, notamment avec la réforme des rythmes de l'enfant. Rassurer les parents, c'est leur montrer par des actes que nous avons tiré toutes les leçons de cette crise. La confiance se reconstruit d'abord par la transparence. C'est cette exigence qui guide mon action. Nous avons mis en place des règles beaucoup plus exigeantes en matière de contrôle, de signalement et de suspension et une vigilance de chaque instant. La protection et le bien-être de nos enfants seront incontestablement les thèmes les plus importants de ma mandature. Vous avez annoncé initier une réflexion sur les rythmes scolaires. Quelle sera votre méthode ?
Sur les rythmes scolaires, je ne veux ni improviser dans l'urgence, ni imposer une solution toute faite qui ne ferait pas l'objet d'une large adhésion. La Convention citoyenne qui m'a rendu ses recommandations fin juin a dressé un constat unanime, l'organisation actuelle n'est plus satisfaisante. Je prends acte de ce constat largement partagé, je crois, et nous allons donc nous organiser pour changer les rythmes scolaires à la rentrée 2027 afin de mettre fin au morcellement des temps actuels. La Convention a proposé plusieurs scénarios qu'il nous faut à présent approfondir, comme elle le recommande elle-même. Notre méthode est claire, nous allons engager une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, les parents, les équipes éducatives, les organisations syndicales. À l'issue de cette concertation, une ou plusieurs options seront présentées avant qu'une décision ne soit prise dans le respect du vote des conseils d'école prévu par le Code de l'éducation nationale en cas de changement de rythme. Notre boussole sera l'intérêt de l'enfant, mieux respecter ses rythmes, mieux articuler le temps scolaire et le temps périscolaire et construire une organisation plus lisible pour les familles. L'un de vos premiers engagements concerne l'accès au logement. Quels moyens allez-vous mettre en place ? Je veux le dire aux Parisiennes et aux Parisiens, la crise du logement n'est pas une fatalité. Nous refusons qu'autant de logements restent vides alors que des familles peinent à se loger. Dès l'année prochaine, nous surtaxerons les logements durablement vacants afin d'inciter leurs propriétaires à les remettre sur le marché et à les rendre aux Parisiennes et aux Parisiens. Aussi, nous avons déjà déployé une brigade dédiée pour lutter contre la vacance et nous accompagnerons les propriétaires qui souhaitent remettre leurs biens sur le marché. Nous poursuivrons aussi notre combat contre les abus des locations touristiques. Enfin, et évidemment, nous renforçons notre effort en matière de production de logements sociaux et abordables. Chaque logement retrouvé, c'est des Parisiennes et des Parisiens en plus logés. Comment soutenir le pouvoir d'achat des familles, des seniors, des étudiants et des plus précaires ? Mon cap est de protéger les Parisiennes et les Parisiens. C'est ce que nous faisons dès cette rentrée pour le pouvoir d'achat des familles, avec des cantines accessibles et gratuites pour les plus modestes, ainsi que le gel des tarifs, des fournitures scolaires gratuites pour les CP, des bilans de santé gratuits dans nos écoles, ou encore la gratuité du titre de transport pour les moins de 18 ans ou les seniors. Nous renforcerons également notre action en faveur des étudiants, des personnes âgées et des plus fragiles, en facilitant l'accès aux droits et aux aides existantes. Dans une période d'incertitude comme celle que nous traversons, une grande ville doit être un véritable bouclier social. Vous avez annoncé le traitement de 1000 points noirs dans l'espace public. De quoi s'agit-il ? Les Parisiens nous demandent des améliorations très concrètes de leur cadre de vie. Les 1000 points noirs sont ces endroits où s'accumulent les problèmes. Dépôts sauvages, éclairage défaillant, mobilier dégradé, trottoirs abîmés ou nuisances répétées. Nous avons décidé d'y répondre avec une méthode simple, identifier les situations, intervenir rapidement et vérifier que les problèmes sont durablement résolus. C'est une nouvelle manière de gérer l'espace public, plus proche des attentes des Parisiennes et des Parisiens, en lien étroit avec les mairies d'arrondissement qui connaissent leur territoire et les attentes de leurs habitants. Je m'assurerai que ces espaces vivent une amélioration effective. Quel cap souhaitez-vous donner aux prochains mois ? Les prochains mois seront ceux de l'accélération. Nous allons poursuivre les transformations engagées tout en restant concentrés sur ce qui compte le plus pour les Parisiens. Protéger les enfants, améliorer la sécurité, faciliter l'accès au logement, rendre l'espace public plus agréable et accompagner les plus fragiles. Dans un an, je veux que chaque habitant puisse constater des progrès concrets dans son quartier. 12 millions d'euros ont été débloqués pour mener à partir de cet été et dans les prochains mois des travaux d'adaptation de nos écoles aux fortes chaleurs. Je veux faire de Paris une ville qui protège davantage, qui rassemble davantage et qui prépare l'avenir avec confiance. L'ouverture de nouveaux sites de baignade est devenue un symbole de la transformation écologique de Paris. Que dit-elle de votre vision de l'écologie ? Pendant des décennies, on a tourné le dos à notre fleuve et à nos canaux. Il a même été envisagé à la fin des années 1960 de transformer le canal Saint-Martin en autoroute urbaine. Aujourd'hui, nous rendons ces espaces aux Parisiens. Se baigner dans la Seine ou dans le canal Saint-Martin permet de créer de nouveaux espaces de liberté, de fraîcheur et de partage dans une ville qui, par sa structure urbaine, en manque énormément. Face au dérèglement climatique, nous devons préparer Paris aux fortes chaleurs. Nous n'avons pas le choix. Les canicules de mai, de juin et de juillet l'ont montré. Il nous faut végétaliser davantage, créer des îlots de fraîcheur et transformer l'espace public.
Il nous faut aussi nous adapter de façon souple et rapide. C'est ce que nous avons fait et que nous continuerons de faire. Je présenterai mon plan d'action à l'automne. À la carte. Les logements inoccupés dos au mur. Près d'un logement sur 5 à Paris est inoccupé, mais ce phénomène reste très disparate, comme le montre cette carte de l'atelier parisien d'urbanisme APUR. Il concerne principalement les quartiers centraux, touristiques et les mieux desservis par des gares, Paris Centre, 6e, 7e, 8e et 10e arrondissement. Au contraire, hormis le 16e arrondissement, il touche peu les arrondissements excentrés. 12e, 13e, 18e, 19e et 20e arrondissement. Les 300 000 logements inoccupés comprennent pour moitié des domiciles vacants et pour l'autre des habitations utilisées comme résidences secondaires ou occasionnelles. Ce sont autant d'appartements ou de maisons qui ne sont pas disponibles sur le marché locatif, de quoi compliquer l'accès au logement pour les personnes qui font vivre Paris tout au long de l'année, en y travaillant, en y scolarisant leurs enfants, etc. 10% des logements parisiens sont vacants et autant sont utilisés comme résidences secondaires ou pied-à-terre. 300 000, c'est le nombre de logements inoccupés à Paris. Sur cette page, une carte présentant les arrondissements de Paris ainsi que les villes limitrophes. En couleur, la part des logements inoccupés dans le total des logements. Résidences secondaires, logements occasionnels, logements vacants. Cette part peut être de plus de 28%, de 23 à 28%, de 18 à 23%, de 13 à 18%, de 8 à 13% ou moins de 8%. Les emprises des principaux équipements et espaces verts apparaissent en gris. Source, recensement de la population par l'INSEE en 2020. Pour inciter les propriétaires de logements vacants à remettre leurs biens sur le marché locatif, le Conseil de Paris a adopté en juillet le projet d'application d'une surtaxe sur ce type de logement. La loi prévoit par défaut un taux de 17% la première année de vacances, mais laisse aux communes la possibilité de le porter à 30%. C'est cette option que la ville de Paris a choisi d'activer. Par exemple, pour un 30 mètres carrés vide dans le 17e, le propriétaire paie aujourd'hui 790 €. En janvier, avec la surtaxe, il paiera 1 400 €. La deuxième année, si l'appartement est toujours vide, la surtaxe sera portée à 60% et il paiera 2 800 €. Infos pratiques, location touristique, encadrement des loyers, lutte contre l'habitat indigne, Paris agit. Plus d'infos sur paris.fr/logement. À retenir. 1000 comme le nombre de points noirs identifiés dans la capitale qui vont faire l'objet d'un traitement spécifique pour une meilleure propreté. Ces lieux très fréquentés où les usages quotidiens sont les plus intenses sont souvent salis avec des dépôts sauvages très fréquents, des épanchements d'urine, des jets de mégots, etc. Pour y remédier, une meilleure coordination avec les arrondissements s'accompagnera d'une mobilisation renforcée en matière de voirie, de propreté, d'aménagement et de police municipale. À vous la parole. Parlons Paris, c'est le rendez-vous mis en place depuis juin par le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, pour dialoguer avec les Parisiennes et les Parisiens. Le concept, écouter leurs attentes et leurs préoccupations du quotidien avec la volonté d'y répondre au mieux. Ce format original sera déployé dans tous les arrondissements dès cet automne. Pasteur Don. 20 ans d'espoir. L'Institut Pasteur organise du 8 au 11 octobre la 20e édition du Pasteur Don, destinée à financer la recherche sur les maladies du cerveau, les maladies infectieuses et les cancers. Temps fort pour célébrer cette entrée dans la vingtaine. Une journée portes ouvertes le 10 octobre avec animation, rencontres et découvertes scientifiques pour toute la famille. Silence, ça rouvre. C'est l'heure de la renaissance pour le Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Après plus de 10 ans sans accueillir le grand public, ce haut lieu du cinéma d'auteur retrouve les spectateurs dans sa salle aux motifs étoilés de 208 fauteuils entièrement restaurés. Parmi les nouveautés, un speakeasy, bar caché de 20 mètres carrés, décoré de dessins d'Aristide Maillol et de Pablo Picasso, se niche derrière l'écran de projection. Davantage de sécurité de proximité. La police municipale de Paris intensifie sa présence pour mieux répondre aux besoins des habitants, de jour comme de nuit. De nouvelles brigades spécialisées seront prochainement déployées. Équipes nocturnes, patrouilles équestres dans les bois, unités formées pour lutter contre les infractions routières et les violences motorisées. La nuit, des moyens humains et matériels accrus permettront d'intervenir plus vite, de réduire les nuisances et de renforcer la sécurité.
Keith Haring, de retour à Saint-Eustache. De retour à l'église de Saint-Eustache, Paris-Centre, après plusieurs mois d'absence, la vie du Christ de Keith Haring a retrouvé sa place dans la chapelle Saint-Vincent de Paul. Figure de l'underground new-yorkais des années 1980, l'artiste avait conçu ce triptyque en bronze recouvert d'or blanc en hommage au dévouement de la paroisse des Halles envers les victimes du sida. L'œuvre avait été prêtée au musée d'Aubray de Nantes en Loire-Atlantique pendant la restauration de la chapelle. Le design et l'esthétique de Paris, c'est son affaire. Désencombrer l'espace public, redonner cohérence au mobilier urbain, s'adapter aux nouveaux usages, améliorer qualité et durabilité, retravailler l'identité de Paris-Plage, renforcer accessibilité et inclusion, telle est la feuille de route de Lily Minson, déléguée générale au design et à l'esthétique de Paris. À découvrir. Une rue qui change de voie. Un parc de 2000 mètres carrés, une centaine d'arbres, une aire de jeu, etc. Dans le 11e, l'avenue de Bouvines a totalement changé de visage en devenant une rue aux écoles réservée aux enfants, aux piétons et aux cyclistes. C'était un parking, c'est aujourd'hui un jardin. Tout près de la place de la Nation, l'avenue de Bouvines, dans le 11e arrondissement, s'est métamorphosée. Des surfaces végétalisées, des bandes plantées au pied des arbres et un parc de 2000 mètres carrés y offrent des îlots de fraîcheur tout en sécurisant les abords immédiats de l'école Bouvines. L'artère est ainsi devenue l'une des 300 rues aux écoles de la capitale. Objectif, remplacer l'espace autrefois utilisé par les voitures par des aires piétonnisées et végétalisées agrémenté de zones de jeu pour les enfants, un moyen de lutter localement contre les îlots de chaleur urbains. Des riverains conquis. Véronica, qui travaille à proximité, se réjouit. C'est beaucoup plus agréable qu'à l'époque. On a des bancs pour s'asseoir, il n'y a plus le bruit des voitures. Avant, la rue était dangereuse pour les enfants, ils ne pouvaient pas y jouer en toute sécurité. Sa collègue Karima apprécie elle aussi la transformation. Les enfants peuvent maintenant s'amuser dans la nouvelle aire de jeu. C'est génial de la voir juste en face de l'école. Des touristes venus de la place de la Nation s'arrêtent même dans le jardin. Une fontaine à eau permet également à chacun de se rafraîchir. La fermeture de l'avenue aux voitures et aux deux roues motorisées a donné naissance à une vaste zone totalement piétonne au niveau des trottoirs et des contre-allées actuels. Michel y promène ses 2 chiens tous les jours. L'aménagement est beau et apporte de la fraîcheur à la voie, se réjouit cette retraitée habitant le quartier depuis 25 ans. Place à la nature. Pour renforcer la végétalisation, le nouveau jardin mise d'abord sur les arbres. 44 ont été plantés, portant leur nombre à près de 120 sur cette petite avenue. De grands arbres ont fait leur apparition, tilleuls, frênes, érables et arbres au caramel, ainsi que des arbres moyens, cornouillers et cerisiers, sans oublier des arbustes hauts, sureaux, viornes, charmes et fusains, et intermédiaires, églantiers, ronces, rosiers, mahonia, hortensia, etc. Autre innovation, 13 blocs de granit beige issus d'une carrière de la Manche ont été disséminés dans le jardin. Ils rappellent les rochers de la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Thomas, arrivé en vélo, s'est assis sur un petit banc de place pour profiter un instant de la quiétude des lieux. Il note, c'est astucieux d'avoir disposé des bancs de différentes tailles. Alors que les cyclistes peuvent circuler sur les côtés de l'avenue, un parcours vélo ludique sera prochainement créé près de la place de la Nation. 32 arceaux pour les 2 roues ont aussi été installés pour accueillir les montures des riverains, des cyclistes de passage et des parents venus déposer leurs enfants à l'école. Quelques mots de Vincent, 30 ans. J'ai grandi dans le 11e arrondissement et je découvre ce jardin. Il est très joli et très bien conçu. L'ancienne rue était un parking. Maintenant, il y a des arbres, des bancs de différentes tailles, des rochers, etc. On se sent vraiment au calme. Quelques mots d'Éric, 70 ans. Je suis à vélo et je cherchais un endroit où me poser. Ce jardin m'a tout de suite attiré. Il est organisé à la manière d'un square parisien. C'est une excellente idée d'avoir mis de la végétalisation et d'avoir planté de nouveaux arbres entre ceux déjà présents le long de l'avenue. Et j'aime aussi beaucoup tous ces rochers qui ont été implantés. À vivre. Des maisons au service des aînés et des aidants. Perte d'autonomie, accompagnement d'un proche, parcours de santé complexe, etc. Vous n'êtes pas seul dans ces situations. À l'initiative de la ville, les maisons des aînés et des aidants, M2A, vous accueillent gratuitement, vous orientent vers les bonnes solutions et facilitent la coordination des aides et des soins. Quels services proposent ces maisons ?
Vous guidez parmi les nombreuses solutions existantes. Ces structures vous accompagnent pour y voir plus clair sur le maintien à domicile, les soins médicaux, les besoins d'adaptation du logement, l'accueil de jour, l'hébergement temporaire ou encore l'entrée dans un établissement spécialisé. Les M2A organisent aussi des actions de prévention concernant les personnes âgées et informent les aidants quant aux dispositifs de soutien. Principalement dédiées aux seniors, elles peuvent aussi épauler toute personne en situation de fragilité dans son parcours de santé, quel que soit son âge. Comment les équipes interviennent-elles ? Les M2A réunissent des professionnels de divers horizons, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des psychologues, des ergothérapeutes, des médecins gériatres, etc. Leur rôle, vous aider à identifier les besoins, à rechercher les solutions les plus adaptées et à appuyer la coordination entre les différents partenaires du territoire, médecins, hôpitaux, infirmiers, services sociaux, etc. Où trouver la maison des aînés et des aidants de son arrondissement ? Paris compte 6 maisons des aînés et des aidants qui couvrent l'ensemble des arrondissements. Chaque arrondissement est rattaché à un territoire, centre, est, ouest, nord-est, nord-ouest ou sud, disposant de son propre lieu d'accueil et de coordonnées spécifiques. Les équipes vous reçoivent sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous pouvez prendre contact par téléphone ou par courriel. N'hésitez plus. Info pratique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur paris.fr/maison aidant au pluriel. À la loupe. Le b.a.-ba de la rentrée étudiante. 403 000, c'est le nombre d'étudiants à Paris selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, en 2024-2025, dont 57% sont des étudiantes. 100 000 passes jeunes. La ville de Paris offre un carnet de 40 bons plans aux jeunes de 15 à 25 ans pour découvrir la capitale autrement, réservable en ligne et à récupérer jusqu'à la fin du mois de septembre dans la limite des stocks disponibles. Réservez votre passe sur passejeune au pluriel.paris.fr. 960 lieux d'enseignement supérieur proposent des formations initiales post-bac, universités, classes préparatoires, grands établissements, écoles d'art, etc. 1 000 €, le montant maximum de l'aide à l'installation dans un logement pour les étudiants. Un vrai coup de pouce géré par le Crous de Paris est versé une fois dans la scolarité, sous condition. 270 comme le nombre d'associations que l'on peut rencontrer à la maison étudiante Paris Centre et 6e arrondissement, parfait pour profiter de ces années d'études pour s'engager, créer ou entreprendre. Plus d'informations sur maison-du-6 étudiante.paris. À la une. Tout savoir sur la rentrée. À Paris, la rentrée est aussi synonyme de soutien aux familles. Restauration scolaire gratuite, fournitures offertes, transports remboursés, bilan de santé, etc. Des aides concrètes qui allègent le budget des parents et favorisent l'égalité des chances. La restauration scolaire gratuite pour des milliers d'enfants. Cette année scolaire, plus de 17 000 enfants parisiens issus des familles les plus modestes bénéficieront de la gratuité de la cantine dans les écoles, les collèges et les jardins d'enfants pédagogiques. La ville de Paris prendra en charge 2,5 millions de repas par an et les prix sont inchangés depuis 10 ans sur toutes les autres tranches. L'inscription à la cantine évolue dans certains arrondissements. Pour les élèves des écoles publiques, maternelles et élémentaires, des jardins pédagogiques et des collèges publics hors cité scolaire, l'inscription à la restauration scolaire se fait désormais via Paris Famille. Sont concernés pour l'instant les arrondissements suivants: Paris Centre, 6e, 7e, 8e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 19e et 20e arrondissement. Dans les autres arrondissements, l'inscription se réalise toujours auprès de votre caisse des écoles. Des fournitures pour les élèves de CP. Coup de pouce à l'entrée en primaire. Tous les élèves de CP recevront un kit de fournitures scolaires gratuit, crayons, stylos, feutres, ciseaux, règles, ardoises, colle et gomme. Près de 13 000 élèves parisiens sont concernés. Transport et Vélib pour les jeunes. Votre enfant est domicilié à Paris et dispose d'un abonnement Imaginaire ou Vélib en cours de validité. Bonne nouvelle, grâce à la ville de Paris, il peut être remboursé à 100%. La demande se fait en ligne via Mon Paris. Choisissez l'offre, remplissez le formulaire et comptez environ 2 mois après validation pour recevoir le remboursement. Des bilans de santé gratuits en maternelle. Chaque enfant bénéficie de 2 bilans de santé en maternelle, à 3-4 ans, puis à 5-6 ans.
Réalisés par des infirmières du service de santé scolaire, ils permettent de dépister précocement d'éventuelles difficultés, vue, audition, langage, croissance, développement et d'orienter les familles. Dans les crèches parisiennes, le bio est au menu. Dans les 300 crèches municipales cuisinant sur place, les repas sont préparés à partir de produits frais, de saison et 100% bio. Les 2300 litres de lait servis chaque jour sont également entièrement issus de l'agriculture biologique. Des menus équilibrés, incluant 2 repas végétariens par semaine, complètent cette alimentation spécifiquement adaptée aux tout-petits. Vent de fraîcheur dans les classes. Face au changement climatique et notamment aux vagues de canicule comme nous les avons connues cet été, Paris a déjà engagé la rénovation de ses 631 écoles et 454 crèches. Un chantier colossal entre isolation, végétalisation et sobriété énergétique. Un plan de rénovation historique. Au menu du plan climat 2024-2030, la rénovation de l'ensemble des équipements scolaires et des crèches parisiennes d'ici 2050 représente un tournant pour la transition écologique. Objectifs affichés, adapter les bâtiments aux fortes chaleurs et réduire de 60% leur consommation énergétique. Romainville, chantier grandeur nature. Premier groupe scolaire engagé dans cette transformation, Romainville, dans le 19e arrondissement, bénéficiera entre autres d'une isolation de 4000 m² de murs, du remplacement des menuiseries ou encore d'une ventilation rénovée. Résultat attendu, 110 tonnes et demie de CO2 évitées chaque année, l'équivalent de 7124 vols Paris-New York. L'éco-rénovation pour protéger l'intérieur des classes. Au sein du groupe scolaire Franck Nohain, dans le 13e arrondissement, les intérieurs de 6 salles de classe ont déjà été isolés avec des matériaux biosourcés. Ce dispositif pilote a permis d'expérimenter l'efficacité de brasseurs d'air, de brise-soleil, d'une surventilation nocturne et d'une cheminée de ventilation naturelle. Des espaces extérieurs transformés en îlots de fraîcheur. Face aux canicules, les cours d'école et de crèche continueront d'être débitumés et végétalisés pour devenir des cours oasis. Toits végétalisés et protection solaire compléteront ce dispositif, faisant de chaque lieu un refuge climatique ouvert aux habitants du quartier pendant les fortes chaleurs. Des travaux continuent pour aller plus vite. Rompant avec les chantiers fractionnés aux vacances scolaires, la ville opte, dès que cela est pertinent, pour des rénovations menées d'une seule traite sur 3 ans. Les classes seront relocalisées à proximité le temps des travaux pour atteindre au plus vite les normes tertiaires 2050 de la réglementation nationale. Les énergies renouvelables au cœur des écoles. Comme c'est déjà le cas dans l'école Boulard, dans le 14e arrondissement, le but est de raccorder les bâtiments au réseau de chauffage urbain, majoritairement alimenté par des énergies renouvelables, ainsi qu'au réseau de fraîcheur de la ville. Des panneaux photovoltaïques seront également installés sur la toiture. Une restauration scolaire aux petits oignons. Avec son plan alimentation durable, la ville de Paris transforme en profondeur les repas servis dans les crèches, les écoles et les collèges. Des produits bio, locaux et durables. Voilà le secret de fabrication des 15 000 repas préparés chaque jour sur place dans 300 crèches municipales parisiennes sur 454. Ces établissements ont d'ailleurs obtenu une nouvelle fois en 2026 le label Écocert en cuisine, niveau excellence. Dans les écoles et les collèges, la transition est aussi engagée. En 2008, les produits durables représentaient 8% des denrées servies. En 2019, ce chiffre atteignait 53%, confirmant une progression continue. Paris est également devenu le premier acheteur public de produits issus de l'agriculture biologique en France. Depuis 2022, la ville s'est fixé un cap plus ambitieux encore, 75% de denrées labellisées bio, 100% de produits de saison et 50% issus d'une production située à moins de 250 km de la capitale. Pour y parvenir, le plan alimentation durable s'appuie sur 3 grandes priorités. 1. Une restauration plus éco-responsable. Au moins 2 repas végétariens sont proposés par semaine avec une alternative quotidienne. Autres avancées, la suppression des plastiques en contact avec les aliments, la généralisation du tri des déchets et la valorisation des biodéchets désormais transformés en compost ou en biogaz. 2. Des repas bons et sains. La ville de Paris poursuit la suppression d'additifs et limite les produits industriels transformés avec la fin de l'huile de palme, des OGM et du sel de nitrite ajouté. Pour cela, le fait maison est de plus en plus incontournable pour des repas équilibrés.
3. La participation citoyenne. Un conseil scientifique et citoyen associe experts et convives à l'évaluation du dispositif. Les résultats seront rendus publics dans une logique de transparence. Les cours Oasis prennent racine. À Paris, les cours des crèches, des écoles et des collèges deviennent des cours Oasis. Plus végétalisées, plus fraîches et plus inclusives, elles améliorent le quotidien des enfants tout en répondant aux défis climatiques. Des îlots de fraîcheur, davantage de végétation, des zones d'ombre, des points d'eau ainsi que des sols clairs ou perméables favorisant l'infiltration des eaux de pluie à la place des vastes étendues de bitume des écoles d'antan. Qui l'aurait imaginé il y a une vingtaine d'années ? Ces espaces repensés participent à la stratégie de résilience de la ville de Paris pour mieux faire face à des épisodes de forte chaleur de plus en plus fréquents. Des espaces pédagogiques. Les cours Oasis améliorent le cadre de vie des enfants en favorisant le développement d'activités pédagogiques en extérieur grâce à des aménagements tels que des jardins qui sensibilisent les enfants aux enjeux de la biodiversité et du vivant, mais aussi à l'agriculture et à l'alimentation durable. Des classes de plein air ou des aires consacrées aux activités sportives en bénéficient également. Ces équipements répondent aux besoins des enfants et des adolescents de bouger, d'explorer leur environnement et de conserver un lien avec la nature. Les cours Oasis sont également conçus pour que chacun puisse trouver sa place. La diversité des espaces et des équipements favorise une utilisation plus équilibrée de la cour, quel que soit l'âge, le genre ou les centres d'intérêt des enfants. Les sites végétalisés accessibles, les structures d'escalade et les zones de détente contribuent notamment à une meilleure répartition des usages. Enfin, elles encouragent une gestion collective. L'objectif est de permettre aux enfants comme aux adultes de l'établissement de définir ensemble des règles communes afin de partager la cour dans les meilleures conditions. Des aménagements sur mesure. Ces nouveaux espaces sont imaginés au fil d'une démarche de co-conception entre élèves et adultes de l'établissement. Des ateliers permettent de partager les usages, les attentes et les difficultés rencontrées dans la cour, car tout est différent en fonction des types d'usagers. À partir de ces échanges associés à la ville et aux mairies d'arrondissement, un consensus se construit afin de définir un aménagement répondant aux besoins de toutes et tous, encourageant l'appropriation des lieux. Les aires ainsi conçues privilégient des solutions sobres et adaptées au changement climatique. Végétalisation, sol perméable, espaces ombragés, points d'eau et mobilier favorisant des usages variés avec une attention portée aux matériaux durables et au réemploi. Des lieux partagés. Certaines cours Oasis sont ouvertes au public les week-ends et pendant les vacances scolaires. Véritables espaces de proximité, elles permettent aux habitants de se détendre, de jouer ou de profiter d'un cadre végétalisé et ombragé. Cet été, lors des épisodes de canicule, certaines sont ainsi restées accessibles en soirée. Quelques chiffres. 204 cours Oasis aménagés. 9 crèches Oasis créées en 2025 et 8 à venir en 2026. 360 cours Oasis prévus d'ici 2030. On vous explique tout sur paris.fr/Oasis. À l'honneur. Ils luttent contre le gaspillage. Christine, Roland et Bérénice ont une même mission, donner une seconde vie aux objets pour préserver les ressources et permettre à chacun de s'équiper à moindre coût. Christine Grzybowska, responsable de Plan B dans le 12e arrondissement, la ressourcerie des jardiniers. Nous sommes 4 à avoir fondé l'association Coup de pouce. Nous avions envie d'offrir aux gens l'occasion de mettre les mains dans la terre et de se reconnecter à la nature. Et puis étant des chineurs, fans de seconde main, on a fait évoluer le projet et eu l'idée de créer Plan B, une ressourcerie de plantes et de matériel de jardin. Nous recueillons les dons des habitants des 12e, 13e et 14e arrondissements jusqu'au 18e et 20e arrondissement, ainsi que ceux des communes voisines où les jardins sont nombreux. Nous avons même développé un service d'enlèvement à domicile très apprécié. Du côté des professionnels, nous recevons des plantes magnifiques et en parfait état, issues des décors du secteur événementiel. Nos clients aiment aussi les plantes qui ont eu un vécu chez des particuliers et que l'on bichonne en les soignant si besoin avant de les remettre dans le circuit à bas prix. Autre point fort, notre réseau de bénévoles intergénérationnels avec des retraités et des trentenaires. L'an dernier, nous avons enregistré 1367 heures de bénévolat. C'est un chiffre énorme pour notre petit lieu. On ne l'avait pas forcément prévu, mais on est devenu un vrai espace de lien social. Alors ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est de prendre soin des végétaux et des humains.
Quelques mots de Roland Lanternier, salarié de la Sourcière dans le 20e arrondissement, la ressourcerie généraliste de la Compagnie du 20e. J'ai toujours vécu ici. J'étais au chômage quand le quartier Fougères-le-Vau, dans le 20e arrondissement, a été habilité territoire zéro chômeur de longue durée. Il a été confié à l'association La Compagnie du 20e pour atteindre l'objectif de résorber le chômage sur l'ensemble du territoire en moins de 5 ans. Et chose incroyable, on nous a invités à imaginer notre travail pour le quartier selon nos aptitudes. J'ai eu cette idée de ressourcerie car j'étais choqué que les textiles soient jetés ou s'accumulent dans le désert d'Atacama au Chili et dans des pays d'Afrique. J'apprécie également l'aspect social. Toute la famille peut s'y offrir des vêtements presque neufs à tout petit prix et l'argent récolté permet de générer des emplois. On a été 12 pionniers à rejoindre la Compagnie du 20e. On est maintenant 64 en CDI répartis dans les 3 structures de l'association dont la ressourcerie. Ici, j'ai envie de recréer la convivialité que j'ai connue môme quand les anciens descendaient tables et chaises dans la rue pour discuter et que les enfants jouaient ensemble. Et cela fonctionne. On n'a pas encore eu de mariage, mais je l'observe tous les jours. Les habitants viennent aussi pour tisser des liens. Quelques mots de Bérénice Raboisson, directrice de Saperlipopette dans le 20e, la ressourcerie des enfants. J'ai voulu créer un lieu familial pour équiper les enfants avec de la seconde main chic et pas chère. Quand on est parent, on doit souvent changer la taille des vêtements des plus jeunes. On a aussi envie de les gâter avec des jeux et des jouets, mais les armoires débordent vite ou le porte-monnaie ne suit pas. Après la naissance de mes 2 filles, j'ai pris conscience que je consommais énormément de neuf. En plus de coûter cher, ces achats avaient une empreinte écologique notable. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter mon travail et de me reconvertir pour ouvrir un lieu solidaire et engagé. J'ai alors testé mon projet, bénéficier d'accompagnement avant de lancer Saperlipopette début 2026, après 4 ans de maturation. Si nous sommes encore petits, les gens du quartier apprécient notre démarche et j'ai envie d'aller plus loin avec des ateliers de sensibilisation au réemploi pour les enfants. Les parents y seront autorisés durant des cafés de réparation pour apprendre à prolonger la vie des vêtements ou des jouets ou pour faire la surprise à leur enfant d'y organiser leur anniversaire. Je voudrais que ce lieu soit très vivant. Toutes les ressourceries parisiennes sont à retrouver sur paris.fr/réemploi. À venir. À l'Académie du Climat, la jeunesse pense le futur. L'Académie du Climat fête ses 5 ans. Ce lieu majeur de l'écologie à Paris accompagne tous les publics, dont 200 établissements scolaires et centres de loisirs. Chaque année, plus de 20 000 élèves du CM1 à la terminale s'y familiarisent avec les enjeux environnementaux. Commencez par bien manger. Après un module de sensibilisation, les élèves participent à un atelier de cuisine à l'Académie du Climat, Paris-Centre. Au menu, une recette végétale, locale et de saison. L'objectif est de leur montrer que nos choix alimentaires façonnent notre monde. Cette expérience fait partie des 9 parcours proposés par l'Académie du Climat et conçus en coordination avec les enseignants et les animateurs des écoles. De quoi permettre aux jeunes de relier les enjeux écologiques à leur quotidien et de développer des compétences concrètes pour passer à l'action. Épauler les éco-délégués. En lien avec le rectorat de Paris, l'Académie du Climat accompagne des éco-délégués de collèges et de lycées, ainsi que leurs enseignants. Elle soutient leur engagement en les aidant à la compréhension des enjeux environnementaux et en leur permettant de rencontrer des associations et des professionnels. La mission des éco-délégués est ensuite de transmettre ces connaissances aux élèves de leur établissement et surtout de les mobiliser pour concevoir un projet collectif. Ils sont tutorés par des étudiants de l'université Paris Sciences et Lettres et de Sciences Po Paris. Depuis le lancement du dispositif en 2022, près de 1600 éco-délégués parisiens ont été formés. Transformer le textile en ressources. Le parcours Rien à jeter, tout à créer ou parcours Rashtak rassemble des enfants des centres de loisirs et leurs animateurs autour d'ateliers de réemploi textile. Ils apprennent à réparer ou à upcycler un jean, à fabriquer des pochettes pour leur goûter ou leur smartphone, à customiser leurs baskets, etc. L'enjeu est de faire comprendre la nécessité du réemploi dans une industrie textile en surchauffe, l'une des plus polluantes de la planète. Cette année, 9 centres ont expérimenté, conçu et partagé leurs pratiques. En bonus, leurs créations ont été valorisées lors d'une journée de restitution sous forme d'exposition et d'ateliers collaboratifs.
Explorer la biodiversité. Le projet Au fil de l'eau, mené depuis 2021 par l'Académie du climat et les professeurs de la ville de Paris des 11e et 12e arrondissements, accompagne chaque année des élèves à travers des ateliers artistiques, sportifs et musicaux autour des enjeux environnementaux. Au sein du parcours, une journée au lac Daumesnil dans le 12e arrondissement. Elle permet de sensibiliser les enfants à la biodiversité de manière immersive et interdisciplinaire. Impliquer les lycées professionnels. Des parcours sur mesure à destination d'élèves de lycées professionnels sont conçus chaque année. En 2026, c'est le lycée professionnel Edmond Rostand dans le 18e arrondissement et la classe SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Aimé Césaire dans le 18e arrondissement qui ont bénéficié de l'accompagnement de l'Académie du climat. Lors du parcours co-construit avec les enseignants, les élèves ont été sensibilisés aux enjeux de santé et d'environnement. Ils ont ainsi créé un produit d'entretien écologique. Concilier sport, santé et environnement. En lien avec l'association de réinsertion Impulsion 75, une certification de coach sportif est proposée. Entre 40 et 60 stagiaires bénéficient chaque année du parcours sur mesure sport, santé, environnement. Pendant 6 mois, en résidence à l'Académie du climat, ils apprennent à préserver leur santé en pratiquant des activités physiques. Ils sont également formés à adapter leurs efforts lors d'épisodes climatiques extrêmes, comme les canicules. Info pratique, du lundi au samedi, 2 place Baudoyer, Paris Centre. Plus d'informations sur académieduclimat.paris. À travers l'histoire. La fontaine Saint-Michel comme au premier jour. 18 mois, c'est le temps qu'il aura fallu pour redonner à ce monument emblématique du quartier latin son éclat d'antan, une renaissance qui vaut le détour. Fini les échafaudages qui jouaient à cache-cache avec l'une des plus belles fontaines de la capitale. Au cœur d'une restauration d'une ampleur inédite, la fontaine Saint-Michel, dans le 6e arrondissement, s'apprête à retrouver le visage imaginé par son architecte Gabriel Daviou lors de sa construction en 1860. Et si les couleurs d'origine du monument ont déjà refait surface en juillet dernier, reste à patienter pour la remise en eau et le nouvel éclairage attendu cet automne. Ce chantier exceptionnel a mobilisé couvreurs, tailleurs de pierre, sculpteurs et fontainiers. Chaque centimètre de la façade a été examiné, décrassé ou rafraîchi. Résultat, les sculptures ont retrouvé leur finesse, les pierres altérées ont été remplacées et la toiture a été entièrement reprise. Les réseaux hydrauliques et électriques ont également été modernisés afin d'assurer le fonctionnement de la fontaine pour les décennies à venir. Les couleurs d'origine. L'un des principaux défis consistait à retrouver les couleurs initiales, largement estompées par le temps, la pollution et les restaurations successives. Pendant plusieurs mois, historiens et restaurateurs ont étudié archives et documents anciens afin de restituer fidèlement les matériaux et les teintes imaginées au XIXe siècle. Certaines pierres ont même été recherchées dans une carrière de la Côte d'Or pour respecter la composition d'origine. Cette palette de marbre rouge, de pierres blondes et de pierres bleues, conçue pour illuminer une façade orientée au nord, faisait toute l'originalité du site. Classée monument historique en 1926, la fontaine Saint-Michel retrouve aujourd'hui son éclat avec une restauration conjuguant préservation du patrimoine et modernisation de ses équipements. Un nouveau départ pour ce lieu emblématique qui, depuis plus de 160 ans, reste l'un des rendez-vous privilégiés des habitants de la capitale et des visiteurs du monde entier. Que faire à Paris ? À l'affiche. Les sens en éveil dans les jardins. Les 26 et 27 septembre, la Fête des Jardins vous invite à découvrir la richesse des espaces verts parisiens. L'occasion de rencontrer des experts de la ville, de se reconnecter à la nature et de profiter d'animations gratuites. Voici 5 bonnes raisons de vous y rendre. Tendre l'oreille, rien de tel que le chant des oiseaux pour s'évader. Paris a justement signé une convention avec la Ligue de protection des oiseaux, LPO. En lien avec les experts de la ville, l'association effectue un suivi de la faune et de la flore de 34 parcs et jardins pour préserver et, si besoin, améliorer leur qualité environnementale. La LPO aide aussi à déployer des quartiers moineaux aménagés pour offrir à cette espèce des conditions favorables à la nidification et à son maintien en milieu urbain. Toucher la terre. Quel bonheur d'y plonger les mains pour effectuer ses propres plantations, boutures ou semences. Divers lieux sont spécialement dédiés à la culture urbaine. La maison du jardinage et du compostage dans le 12e arrondissement, dans le parc de Bercy, ou la ferme de Paris, dans le 12e arrondissement également, au cœur du bois de Vincennes. Toute l'année, des ateliers comme ceux que l'on peut suivre lors de la Fête des Jardins sont organisés pour faire fleurir vos balcons ou votre intérieur.
Sentir les fleurs, le doux parfum des somptueuses décorations florales des jardiniers de Paris fait toujours son effet. Véritable armada aux mains vertes, ils s'occupent tous les jours de plus de 550 jardins et de la végétalisation de l'espace public. Ils assurent la production de végétaux, l'entretien horticole de différents sites et la composition florale et arbustive. Ils valorisent le patrimoine végétal et les collections botaniques et municipales. Ils réalisent des créations d'art floral et veillent au fonctionnement des réseaux d'arrosage automatique. Levez les yeux. Dans la cime des arbres, vous pourriez apercevoir l'un des 200 arboristes élagueurs de la ville. Chargés d'entretenir un patrimoine arboré de près de 500 000 arbres, aussi bien dans les parcs et jardins que sur les plantations le long des rues, ils effectuent des diagnostics sanitaires, assurent des élagages et interviennent en cas de risque de chute de branches. Grâce à leurs connaissances, ils participent aussi au choix d'essences adaptées aux effets du changement climatique. Goûtez de bons produits. Dans les jardins partagés, à vous les fruits, légumes ou plantes aromatiques, près de 160 espaces dédiés sont cultivés et animés par les habitants. Pour en créer, il faut identifier une parcelle propice, friche urbaine, espace vert collectif, se regrouper en association et soumettre votre projet à la ville pour validation. Les avantages, faire vivre son quartier, rencontrer ses voisins, exploiter son petit lopin de terre et savourer ses propres récoltes. Le grand village de la Fête des Jardins est installé dans le parc de Choisy, dans le 13e arrondissement, les 26 et 27 septembre, de 14h à 19h. Plusieurs villages éphémères aménagés dans tous les arrondissements proposent également des ateliers, des jeux, des démonstrations, soit des centaines d'animations gratuites et pour tous. Plus d'informations sur paris.fr/que faire. À ne pas manquer. Du 11 septembre au 17 octobre, une nature inspirante. Et si la nature était le plus grand laboratoire de création et d'inspiration? Durant l'automne de la science, les bibliothèques parisiennes organisent des ateliers, des rencontres, des spectacles et des projections pour explorer les liens entre monde vivant, innovation et imagination. Chercheurs, spécialistes et passionnés partageront leurs découvertes au cours d'échanges. Plus d'informations sur paris.fr/bibliothèque au pluriel. Les 19 et 20 septembre, au cœur des coulisses, les Journées européennes du patrimoine invitent les curieux à explorer des lieux rarement accessibles et à découvrir la richesse du patrimoine sous toutes ses formes. Une belle occasion de se faufiler dans les coulisses de la capitale. 2 thèmes sont à l'honneur cette année: patrimoine de la photographie et patrimoine en péril, raviver, résister, réimaginer. Plus d'informations sur journée au pluriel du patrimoine.culture.gouv.fr. Du 26 septembre au 17 octobre, on s'ouvre au monde. Avec la rentrée des cultures organisée par le Forum des Instituts culturels étrangers à Paris, FICEP, les bibliothèques de la capitale embarquent le public pour un véritable voyage à travers des ateliers, des initiations et des rencontres. Ou comment découvrir de nouvelles langues, apprivoiser des sonorités inédites et explorer des cultures venues d'ailleurs. Plus d'informations sur paris.fr/bibliothèque au pluriel. En septembre, tous au forum. Et si la rentrée était l'occasion de changer un peu de vie? Théâtre, foot entre voisins, ateliers solidaires, sorties nature, cours de langue, etc. Les week-ends des 5 et 12 septembre, les forums des associations vous invitent à découvrir un tas d'activités avec des démonstrations, des animations musicales et des jeux pour petits et grands. Plus d'informations sur paris.fr. À partir du 11 novembre, Les Misérables en scène. Le chef-d'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables, reprend vie sur la scène du théâtre du Châtelet, Paris-Centre, dans une adaptation intense mettant en lumière toute la force de ses personnages. De Jean Valjean à Cosette, en passant par Javert, on traverse une fresque bouleversante, rythmée par l'injustice, l'espoir, l'amour et la quête de rédemption. Plus d'informations sur châtelet.com. Du 13 novembre au 30 décembre, du cirque en folie. Au cirque électrique dans le 20e arrondissement, les codes volent joyeusement en éclats. Acrobates, jongleurs, musiciens, clowns et artistes décalés prennent possession de la piste dans une fête visuelle où l'absurde côtoie la prouesse. Faux airs de comédie musicale et musique live chargée d'énergie punk accompagnent fanfares qui enchaînent les surprises dans une ambiance aussi poétique qu'exubérante. Tous les renseignements sont à retrouver sur cirque-électrique.com. 15
novembre, la danse à l'état brut. Préparez-vous à une belle décharge d'énergie. Urban Underground rassemble les passionnés de crump et de hip-hop pour une journée de battle mettant à l'honneur l'instinct, la créativité et l'intensité. On se donne rendez-vous à la place Paris Centre pour assister au duel spectaculaire entre danseurs confirmés et nouveaux talents. Plus d'informations sur paris.fr/quefaire. Jusqu'au 20 décembre, dans le viseur de Robert Capa. Le musée de la Libération de Paris, dans le 14e arrondissement, consacre une grande expo à Robert Capa, figure majeure du photojournalisme de guerre. Tirage d'époque, archives et objets personnels retracent le parcours de ce photographe engagé, de ses débuts à Paris jusqu'au conflit du XXe siècle. Une immersion forte dans le travail d'un reporter ayant risqué sa vie pour témoigner de l'histoire. Plus d'informations sur musée-libération-6 Leclerc-6 moulin.paris.fr. À la rencontre. Le pari de Aïssa Maïga. Parisienne depuis ses 11 ans, l'actrice et réalisatrice est une amoureuse de la capitale. Aussi engagée que passionnée, elle nous partage ses coups de cœur. Un sourire au coin des lèvres, Aïssa Maïga confie « J'ai un attachement hyper profond à Paris. C'est une ville passionnante, notamment parce qu'elle a plein de facettes sociales, ethniques, géographiques, linguistiques, religieuses ou architecturales. Je suis charmée par ses lumières, la présence de l'eau, mais aussi tout le travail de végétalisation qui a été fait. En 10 ans, Paris est devenue beaucoup plus verte. Cette sensibilité à la nature, au vivant et à ce qui l'entoure, on la retrouve également au cœur de sa filmographie et de ses engagements. Après son rôle de co-marraine du Refugee Food Festival en juin dernier, on l'a vu cet été dans un château en Espagne, un téléfilm sur le mal-logement. 1. Le 12e arrondissement. Aïssa Maïga. J'ai grandi dans l'est de Paris, donc j'aime flâner dans plusieurs quartiers environnants, notamment le 12e arrondissement. J'ai tellement de souvenirs d'enfance et d'adolescence, et même en tant qu'adulte, que j'y reste profondément attachée. En réalité, qu'importe les endroits, j'adore marcher dans Paris, c'est l'un des plaisirs qu'offre cette ville. 2. Les cinémas. Aïssa Maïga. J'apprécie particulièrement les cinémas MK2. Celui de Beaubourg, Paris Centre, est petit, avec une programmation art et essai intéressante, et il est sur ma ligne de métro. Le MK2 Bibliothèque, dans le 13e arrondissement, n'a rien à voir puisqu'il s'agit d'un multiplex, mais je le trouve de qualité. Celui de Nation, dans le 12e, me plaît également, surtout son rooftop très sympa. Enfin, j'ai aussi un faible pour le Luxor, dans le 10e arrondissement. C'est un cinéma magnifique. 3. La galerie Marianne Ibrahim, dans le 8e arrondissement. Aïssa Maïga. J'admire beaucoup la démarche de Marianne Ibrahim, la fondatrice du lieu. C'est une femme au parcours extraordinaire. Elle donne une voix à des artistes que l'on n'aurait pas forcément vus ailleurs, avec des regards et des identités d'une grande force. D'une manière générale, j'aime l'idée des galeries. Faciles d'accès et gratuites, elles peuvent être une porte d'entrée pour celles et ceux qui n'osent pas aller dans des musées ou qui ne sont pas spécialistes d'art contemporain, comme moi. 4. Le théâtre de l'Atelier, dans le 18e arrondissement. Aïssa Maïga. Je l'adore. C'est une très belle salle ancienne dans laquelle on peut profiter d'une programmation double avec des pièces jouées à 19h et à 21h. Une souplesse que j'apprécie. Et puis je suis charmée par la place Charles-Dulin dans le 18e arrondissement aux abords de Montmartre. C'est un vrai lieu de vie. Je suis aussi une grande fan des théâtres à l'italienne comme le théâtre de la Renaissance dans le 10e arrondissement. 5. Le Village, dans le 11e arrondissement. Aïssa Maïga. Située près du métro Parmentier, c'est l'une des adresses authentiques de la capitale pour manger de la cuisine africaine. J'adore leur soupou candia. Il faut aimer la sauce gombo avec l'huile de palme, la viande et les crustacés. C'est hyper bon. Leurs thieboudiennes ainsi que leurs mafés sont également excellents. À partager. En famille. Pour les 0-3 ans, plein les yeux, mon premier festival met le 7e art à hauteur d'enfants en conviant les tout-petits dès 18 mois à s'éveiller au grand écran pendant les vacances de la Toussaint. Films cultes, avant-premières, ciné-concerts et séances rythmeront cette nouvelle édition. Rendez-vous dans plusieurs cinémas parisiens pour des projections au tarif unique de 4 €. On en profite. Plus d'informations sur paris.fr/quefaire.
Pour les plus de 12 ans, avis aux gamers. La Philharmonie de Paris, dans le 19e arrondissement, frappe fort avec son expo événement Video Games and Music jusqu'au 1er novembre. De Pac-Man à Zelda en passant par Fortnite, vos ados vont adorer ce parcours immersif dont ils sont les héros. Une vingtaine de jeux jouables, des consoles rétro, des artworks et des musiques mythiques y retracent 50 ans d'innovation, des pixels façon 8 bits aux grandes partitions symphoniques. Plus d'informations sur philharmoniedeparis.fr. Pour les 8-12 ans, dans les pas des résistants. Et si l'histoire prenait vie le temps d'un week-end, les 10 et 11 octobre, le musée de la Libération de Paris, dans le 14e arrondissement, ouvre ses portes aux familles pour une immersion ludique et gratuite, avec des visites comptées, des jeux sur tablette et des ateliers créatifs. Les enfants pourront même descendre dans le poste de commandement souterrain utilisé pendant la Libération. Plus d'informations sur musée-libération-6 Leclerc-6 Moulin.paris.fr. De 4 à 7 ans, le plein de sensations. C'est le rendez-vous incontournable des petits intrépides. Du 28 août au 11 octobre, la célèbre fête à Neuneu reprend ses quartiers sur la pelouse de la Muette dans le 16e arrondissement. Entre les manèges, la grande roue panoramique, les barbes à papa géantes et les tirs à la carabine, on se prépare à un moment ultra festif. Plus d'informations sur paris.fr/que faire. C'est gratuit. Vous avez envie de bouger ? Dans la capitale, chacun a la possibilité de pratiquer une activité physique, quel que soit son âge. Et les seniors ne sont pas en reste. Chaque semaine, plus de 50 créneaux gratuits et encadrés par des professionnels sont mis à leur disposition avec Sport Senior en plein air. Alors plutôt fitness, zumba, marche nordique ou pétanque ? Retrouvez la programmation sur paris.fr/sport-6 senior-6 plein-6 R. Vous souhaitez prolonger l'été ? On file dans le 20e. Les 19 et 20 septembre, Ménilmontant vibre au rythme d'un festival de musique 100% gratuit. Au programme, 2 jours de concert avec une vingtaine d'artistes répartis sur 3 scènes autour de la place Maurice Chevalier, sans oublier la présence d'associations du quartier et de créateurs locaux en piste. Tout ce qu'il faut savoir sur paris.fr/que faire. Vous admirez les rikishi ? En juin dernier, la capitale accueillait un événement sportif exceptionnel, le tournoi de Paris de sumo. En parallèle du retour de combattants légendaires, plus de 30 ans après leur premier passage dans l'Hexagone, la Maison de la Culture du Japon, dans le 15e arrondissement, organise une expo dédiée à cette discipline fascinante jusqu'au 26 septembre. Magique. Direction le 101 bis, quai Jacques Chirac, dans le 15e arrondissement. Vous voyagez dans le temps ? Ici, c'était Paris. En 1970, la ville de Paris et la FNAC lançaient un concours de photos. Le but, immortaliser la capitale afin de constituer de précieuses archives. Plus de 50 ans plus tard, les clichés réalisés par une centaine d'amateurs sont à admirer gratuitement à la bibliothèque historique de la ville de Paris, Paris Centre. Rendez-vous jusqu'au 7 octobre au 24 rue Pavée, Paris Centre. Vous sortez en plein air ? Les kiosques des parcs et jardins font partie du paysage parisien. Pas étonnant donc qu'ils soient célébrés en grande pompe. Dans le cadre de Kiosques en fête jusqu'à fin octobre, des spectacles, des concerts, des cours de sport et des conférences sont organisés sous leur toit. La programmation est riche et variée. Il y a forcément une animation près de chez vous. Choisissez votre sortie sur paris.fr/kiosque au pluriel -6 en-6 fête. Tribune. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Groupe socialiste, place publique et divers gauche, Jérôme Coumet et Céline Hervieux, coprésidents. Adapter l'école au réchauffement climatique. Depuis 20 ans, Paris s'adapte au réchauffement climatique. Notre espace public a connu une transformation profonde pour limiter, partout où cela est possible, les effets des fortes chaleurs. Cela passe par une végétalisation massive, la rénovation du bâti, la multiplication des îlots de fraîcheur ou encore la réduction de la place de la voiture. Cette transformation se vit aussi dans nos écoles avec plus de 200 cours transformés en oasis et des rues aux écoles largement débitumées et végétalisées afin d'offrir aux enfants des espaces de jeu plus frais
et plus agréable. Les vagues de chaleur historiques et très éprouvantes de cette fin d'année scolaire nous rappellent qu'il faut aller plus vite. Dans l'urgence, le maire de Paris a commandé plus de 1200 climatiseurs mobiles afin que chaque école puisse disposer d'un espace rafraîchi. Toutes nos écoles auront été rénovées d'ici 2050. Isolation, points d'eau, toitures végétalisées et cours oasis devront devenir la norme. Mais enfants et personnel ne peuvent attendre. Dès 2027, un diagnostic établissement par établissement et plusieurs millions d'euros permettront de mettre en œuvre partout où c'est possible des solutions immédiates. Parce que la chaleur frappe d'abord les plus fragiles, adapter l'école est une exigence de justice sociale. Face au dérèglement climatique, nous choisissons un service public protecteur, garantissant à chaque enfant les mêmes conditions pour apprendre, jouer et grandir. Groupe écologiste et social de Paris, Guillaume Durand et Marie-Pierre Marchand, coprésidents. Protéger nos enfants, construire leur avenir. Façonner une ville à hauteur d'enfants, nous nous y sommes engagés devant les Parisiennes et les Parisiens. Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à l'ensemble des enfants, de leurs familles, mais aussi des équipes pédagogiques et des agentes et agents des écoles de Paris. Notre majorité municipale a engagé de nombreux chantiers pour mieux protéger les enfants. Refonte de la chaîne de signalement des violences, suspension immédiate en cas d'alerte, consolidation du recrutement et renforcement de la formation pour les animateurs. Avec notre adjointe au maire chargée des affaires scolaires et de la petite enfance, Anne-Claire Bou, nous menons une politique volontariste qui doit permettre de retrouver un cadre apaisé dans nos écoles. Les récents épisodes caniculaires ont également rappelé la nécessité de protéger les enfants des conséquences du changement climatique. Si nous avons immédiatement apporté des solutions d'urgence, nous devons aller encore plus loin dans la rénovation globale des écoles et dans l'installation de petits matériels comme les brasseurs d'air, les stores ou les volets. Cette année, nous protégerons aussi les familles les plus fragiles en rendant la cantine gratuite pour les premières tranches de revenus. Chaque enfant doit avoir accès à une alimentation saine et durable. Pour le groupe écologiste et social, l'école est une priorité. Nous continuerons de transformer les établissements scolaires parisiens comme nous poursuivrons la lutte pour une école adaptée à tous les enfants, dont ceux à besoins particuliers. Nous nous mobiliserons encore contre les fermetures de classes à Paris et contre cette logique comptable du gouvernement. Groupe Paris Liberté, Grégory Canal et Rachida Dati, coprésidents. Le cartable à roulette de l'exécutif se grippe déjà. La rentrée aussi aura lieu pour les élus. Après des mois de flottement, Paris ne peut plus se satisfaire de corrections en marge, de promesses tardives et de copies rendues sous la pression. Les enseignements sont là. Quand l'exécutif accepte le contrôle, Paris avance. Quand il contourne l'opposition, les Parisiens perdent. Les derniers mois l'ont prouvé. Sur le périscolaire, il a fallu imposer la mission d'information et d'évaluation. Sur le Parc des Princes, l'opposition a rappelé qu'un club historique ne se traite pas par blocage idéologique. Sur les célébrations lors de grands événements, l'exigence d'encadrement a permis d'acter une fan zone sécurisée. Exclure les élus de la commission du Vieux Paris n'était pas acceptable. L'exécutif a reculé. Le rôle d'une opposition républicaine n'est pas de commenter depuis le fond de la classe, il est de contrôler, d'alerter et de proposer. Pour être utile, elle doit disposer de moyens, accéder aux données de la ville et siéger dans les instances où se décide l'avenir de Paris. Ces droits ne sont pas des privilèges, ils sont la condition d'une démocratie sérieuse. La nouvelle année doit être celle des actes, dettes, sécurité, école, logement. Paris ne peut plus ajourner ses urgences. Paris Liberté abordera cette rentrée avec une ligne claire, responsable, jamais résignée, constructive, jamais complaisante, vigilante pour obtenir de meilleurs résultats pour Paris. Groupe communiste et citoyen, Yann Brossat et Raphaël Primet, coprésidents. Une rentrée solidaire face au recul de l'État. Dans quelques jours, des centaines de milliers d'élèves parisiens retrouveront le chemin de l'école. Pour beaucoup de familles, cette rentrée est aussi synonyme d'inquiétude face à la hausse du coût de la vie. Dans ce contexte, notre responsabilité est de faire en sorte que chaque enfant puisse grandir, apprendre et s'épanouir dans les meilleures conditions. À Paris, cette rentrée se fait sous le signe de la solidarité. Plus de 17 000 enfants bénéficieront de la gratuité de la cantine, soit près de 2,5 millions de repas pris en charge
chaque année par la ville. Nous poursuivons également la refondation du périscolaire avec la création de la première école du périscolaire de France, la contractualisation de 2000 agents et des contrôles renforcés pour mieux protéger nos enfants et améliorer leur accompagnement. Mais cette rentrée porte aussi la marque des mauvais coups du gouvernement. À Paris, 150 classes fermeront pour seulement 29 ouvertures, une décision qui fragilise l'école publique et dégrade les conditions d'apprentissage. Nous refusons cette logique parce que l'école est le premier des services publics. Elle mérite des moyens à la hauteur de ses missions. Face au recul de l'État, Paris continuera de protéger les enfants et les familles, de défendre l'égalité des chances et de faire vivre la solidarité. C'est ce qui fait la force de notre ville. Groupe Paris apaisé. Florence Berthoud et Antoine Le Sieur, coprésidents. Protéger les enfants, restaurer la confiance. Des enfants meurtris, des familles dévastées. À Paris, les plaintes et les enquêtes contre des animateurs du périscolaire concernent désormais plus d'une centaine d'établissements, des écoles maternelles et élémentaires aux crèches. Malgré la multiplication des alertes, la ville n'a pas su prévenir, détecter, traiter ces situations avec la rigueur qu'elles exigeaient. La mission d'information et d'évaluation sur le périscolaire devra établir les responsabilités et objectiver les causes de ce scandale. Elle devra évaluer les conséquences de la réforme des rythmes scolaires imposée par la ville en 2013, recours massif à des vacataires, fort turnover, précarité. Ce choix non concerté a généré des risques pour la sécurité des enfants, alors que 132 agents ont déjà été suspendus depuis le début de l'année, dont 52 pour des suspicions de violence ou d'agression sexuelle sur des enfants. Il est indispensable de revoir les procédures de recrutement, de contacter systématiquement les précédents employeurs et de généraliser des binômes de surveillance mixtes. Depuis le début de cette mandature, notre groupe fait des propositions pour protéger les enfants du périscolaire et des crèches, contrôle renforcé, dispositif de signalement, transmission immédiate des faits graves à la justice, interdiction de réaffecter un agent mis en cause, etc. La confiance ne se décrète pas, la ville doit désormais prouver par des actes que la protection de l'enfance est sa priorité absolue. Groupe Nouveau Paris Populaire, Sophia Chikirou et Émile Meunier, coprésidents. Le maire Instagram, la politique de Hidalgo. Paris a changé de maire en mars, mais pas de méthode. La communication tous azimuts du maire camoufle la même politique. Le budget supplémentaire de juillet en témoigne, seulement des jeux d'écriture budgétaire. Un exemple, 2 millions retirés au cours Oasis pour aller vers adaptation au changement climatique. Au final, le budget voté en juillet est un budget à 0 € supplémentaires, pas 1 € de plus pour le périscolaire. Pourtant, la Convention citoyenne demande plus d'effectifs, l'amélioration des conditions salariales, la fin de la précarité et le respect des taux d'encadrement, exigeant plus de moyens. Il y a donc le maire Instagram et la réalité d'un budget qui laisse perdurer la crise de la pédocriminalité. Les fortes chaleurs ont aussi mis en évidence l'inadaptation face au dérèglement climatique. Les alertes se multiplient dans le logement social ou les résidences seniors et la majorité refuse le gel des charges ou tout audit des conditions de vie. La différence avec Hidalgo réside dans la précipitation avec laquelle le maire se plie aux milliardaires, vente du Parc des Princes, renouvellement de contrats malgré des soupçons, cession du marathon de Paris à Bolloré, privatisation de l'espace public. Nous sommes le seul groupe qui contraint la ville à répondre aux urgences, mise en demeure pour un plan pluriannuel d'adaptation climatique et mobilisation des habitants du logement public sur soslogement.fr. Groupe Paris au centre. Maude Gattel, présidente. L'école doit devenir un refuge. L'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage. Elle doit être un refuge où chaque enfant est accueilli dans des conditions de sécurité et de confiance. Une école doit protéger. Or, les épisodes de canicule rappellent combien Paris est insuffisamment préparé aux conséquences du dérèglement climatique. Et ce sont les plus fragiles qui en subissent les conséquences. Derrière les discours, il y a la réalité des actes. Ces 10 dernières années, les moyens consacrés aux bâtis scolaires ont été divisés par 2. Parce que l'urgence climatique impose au contraire d'accélérer, nous demandons depuis des années un véritable plan d'investissement pour isoler nos écoles et les préserver de la chaleur. Mais un refuge ne se résume pas à ses murs. Il se construit aussi grâce
aux équipes qui accompagnent nos enfants chaque jour. C'est pourquoi la crise que traverse aujourd'hui le périscolaire est si grave. Les drames qui s'y sont noués imposent sa remise à plat complète, réaménagement des rythmes scolaires, meilleure reconnaissance et formation des personnels, réorganisation de l'animation pour qu'un enfant ne soit plus jamais seul avec un adulte, amélioration de la qualité des activités, rénovation des toilettes, etc. Il est temps de redonner à ce service public les moyens de remplir pleinement sa mission. Réinvestir dans l'école, c'est faire le choix d'une ville qui protège ses enfants.